Bonjour, merci de nous rejoindre sur Télé Sud. C'est l'heure des mots et débats. L'invitée du jour, elle est d'origine togolaise. Elle est fondatrice d'une association, 1, 2, 3 Togo, et elle a écrit dans son livre La difficulté de devenir mère, de procréer. Greta Waklachi, pardon. Vous allez bien? Je vais bien. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous aussi. Alors, c'est un récit autobiographique qui s'intitule L'enfant qui ne vient pas, aux éditions L'Harmattan. Et bien, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir la première partie d'émission au fil des pages. Greta Waklachi, alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à raconter votre difficulté à concevoir un enfant avec votre époux Thierry? En fait, c'est un témoignage que je voulais porter au grand public et à toutes les femmes au Togo, en Afrique et dans le monde entier qui rencontrent les mêmes problématiques que moi. Et à ne pas baisser les bras et surtout à libérer la parole. Et dans notre société africaine traditionnelle où l'enfant représente une valeur culturelle, se retrouve la plupart du temps abandonné. Donc je voulais partager mon histoire avec toutes ces femmes et leur dire qu'avoir un enfant n'est pas une finalité. Bien sûr. Et qu'on peut être mère autrement. À quel moment de votre relation vous vous apercevez que vous avez des difficultés pour tomber enceinte? Depuis, mon mari et moi, on avait déjà essayé d'en faire. Ça ne marchait pas, donc on a fait appel aux spécialistes de la PMA et qui nous ont tout de suite pris en charge. Mais on a constaté que, dans mon cas, on n'avait pas de résultats comparé à d'autres femmes qui avaient le même parcours que moi. Et rapidement, on s'est rendu compte que ça n'allait pas. Et voilà, mon mari et moi, on avait décidé de rencontrer les personnes qui nous suivaient pour mettre un terme à ce parcours éreintant qui prenait tellement place dans notre vie. Bien et sûr, qui fait que, même moi, à un moment donné, j'arrivais même plus à savoir où j'étais, où je me situais par rapport à moi, à mon couple déjà, et la vie de famille que j'avais avec mon mari. Donc c'est à ce moment-là qu'on avait dit on va arrêter. Alors PMA, c'est procréation médicale assistée. Alors, ou alors assistance médicale à la procréation aussi. Mais ce que je voulais savoir, c'est quelles sont les étapes? Pourquoi est-ce si long, si difficile et si contraignant pour la femme? Les étapes, d'abord, on procède par des inséminations naturelles qui ne nécessitent pas forcément des analyses ou bien des manipulations au laboratoire du spermatozoïde ou bien des ovules de la femme. Ce sont des inséminations simples qu'on faisait au couple au départ. Et après cette étape, si ça ne marche pas, on va à la fécondation in vitro. Et voilà, ce sont ces deux étapes-là. Et pendant toutes ces deux étapes, la femme, c'est-à-dire moi, je prenais des médicaments, des hormones pour favoriser l'implantation des ovocytes, oui. Des embryons. Oui. Et voilà, la troisième étape, c'est la grossesse. Mais dans mon cas, ça ne venait pas. Oui. Et c'est marrant parce que dans votre ouvrage, vous dites que vous ressentez les mêmes, comment on appelle ça, les mêmes symptômes qu'une femme enceinte, c'est-à-dire des nausées, vomissements, faim. Oui. Prise de poids. Prise de poids, des bouffées de chaleur. Oui. Des vomissements à des heures, moi à 17h, à l'époque quand je prenais les traitements à 17h, oui. J'avais envie de vomir. Oui. Les matins, on se réveille, j'étais pas bien. C'est tout le corps qui est tout le mécanisme, le système hormonal qui est chamboulé, qui est bouleversé et c'est pas du tout agréable. C'est pas du tout agréable. Et c'est ce que je disais dans mon livre. Heureusement que moi je ne travaillais pas pour une entreprise à l'extérieur, sinon
je pense que je me serais fait virer de mon boulot. Ouais. Alors, aussi, donc suivre un traitement lourd, c'est que vraiment il y a une sorte de détermination, vous avez envie d'avoir un enfant avec Thierry, mais en fin de compte, le fait de suivre ce processus, c'était mal vu en fin de compte au Togo, du côté de la famille, des proches. En fin de compte, on voyait que vous n'aviez pas d'enfant et c'était mal perçu. Il n'y avait pas de soutien? En fait, dans notre société, je vais dire togolaise, parce que je suis togolaise. Oui. Mais bon, même que je sais que j'ai eu des retours à la sortie de mon livre, j'ai eu des retours d'autres femmes d'autres pays. Mais c'est vrai que chez nous, quand une femme n'a pas d'enfant, elle n'est pas considérée comme telle, comme une femme. On a l'impression d'être une ratée. On vous le fait comprendre que vous êtes une ratée et vous n'avez pas votre place dans les réunions de famille, vous n'avez pas votre mot à dire. Les phrases qui reviennent souvent, mais t'as pas d'enfant, tu ne peux pas comprendre. Et pour moi, en plus, une Togolaise qui a épousé un Français, c'était très délicat parce qu'au départ, certaines personnes de ma famille pensaient que ça venait de mon mari, alors que ce n'était pas le cas. Oui, puisque vous dites qu'il a déjà mon mari a déjà eu 3 enfants. Et c'était très compliqué et on m'a même carrément dit à un moment donné d'épouser un Togolais, ça irait plus vite. Mais bon, il y a beaucoup de Togolais aussi qui sont stériles. Voilà, c'est très compliqué, c'est très complexe cette histoire d'enfants. C'est pour ça que je disais au départ, c'est de briser les tabous. J'ai écrit ce livre surtout pour inciter les femmes dans des foyers qui subissent ces affronts à longueur de journée. T'as pas d'enfant. Il y a même dans certaines familles où la famille va chercher encore une autre femme pour venir mettre dans le foyer pour que l'homme puisse se procréer, alors qu'on ne se pose pas la question de savoir si ça ne venait pas de lui ou pas. Et voilà, en tout cas chez nous, moi, mon exemple, c'est ça. C'était très mal vu. J'avais même des tantes qui m'ont dit, mais si tu n'arrives pas à faire d'enfant, je peux te prêter mon ventre. C'était vraiment dur. C'était... oui. Heureusement que votre mère était dans la compréhension, vous soutenait. Et voilà, maman, elle ne comprenait pas. Déjà, elle-même, une femme africaine, issue d'une grande famille, déjà le fait que ce soit elle qui ait un enfant qui n'arrive pas à faire d'enfant, ça posait énormément de problèmes pour elle. On lui fait comprendre lors des réunions, discrètement, ah oui, mais ta fille n'a pas d'enfant, donc c'est toi, son enfant. Mais ma mère, elle en souffrait beaucoup. Elle m'a beaucoup soutenue. Et mon mari aussi. Plus des amis avec qui je partageais cette période-là mes souffrances. Une amie au Togo qui est docteur en pharmacie, Célestine, qui a eu le même parcours et qui était là, heureusement, qui comprenait un peu mes souffrances. Alors, parfois, il y a des pointes d'ironie. Lorsque certaines femmes, pointent du doigt, justement, attendez, vous n'avez pas d'enfants, mais elles viennent, en fin de compte, quémander votre aide financière parce qu'elles ont trop d'enfants. Il y a 5-6 enfants, elles n'arrivent pas à les éduquer, à les habiller, à les nourrir, mais en même temps, elles vous pointent du doigt, vous n'avez pas d'enfants. Mais il y en a trop aussi, et donc... Non, la problématique de l'enfant est très paradoxale. Moi, à travers mon ONG 1, 2, 3 Togo, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai constaté d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de femmes. Justement, il y en avait une qui me disait « mais vous n'avez pas d'enfant ?» J'ai dit « non ». Elle me dit « mais c'est pas bien. Vous savez, vous pouvez vivre en Europe, avoir un mari. Si vous n'avez pas d'enfant, vous n'êtes rien. » Alors que cette femme venait avec ses enfants, les confier pour qu'on puisse leur trouver des parrains, des marraines pour pouvoir les scolariser. Oui. C'est vrai que c'est souvent comme ça. Moi, j'ai eu plusieurs situations comme ça où les personnes en face sont des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin de mon aide pour leurs enfants ou pour autre chose, pour leur petit commerce et tout, et qui venaient solliciter notre ONG et qui, me voyant, sachant que je n'ai pas d'enfant, c'est une maladresse, je dirais. Avec du recul, je me dis que c'est de la maladresse. Mais... Et puis qui sont-elles pour juger ? Oui, voilà, pour juger les gens, voilà.
Alors, pour forcer Dame Nature, vos proches vous encouragent, parce que ça, vous expliquez que vous êtes en France, mais aussi vous faites beaucoup d'allers-retours entre Paris et Lomé. Et donc, à chaque fois quand vous allez au Togo, on vous propose d'aller voir des féticheurs. Et c'est assez drôle parce que là, vous dites, il y a des féticheurs qui demandent un mouton. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que moi j'en ai fait, hein, comme je le disais dans mon livre, j'en ai fait. Vous savez, quand on a envie de quelque chose, on a envie Oui. voilà, on vous dit, ah ben, quand vous allez voir cette personne, il va vous régler le problème. Oui. Bon voilà, moi j'en ai fait des consultations chez les gens qui font les FA, les maîtres, les prêtres et prêtresses de cérémonie. Oui. Et on m'a dit, bon voilà, dans ta jeunesse, tu avais enlevé des grossesses, Oui. donc il faut que tu donnes un mouton, un bol de maïs, du riz. On va faire la cérémonie pour demander pardon aux âmes de ces enfants que tu as empêchés de venir au monde. Et après, tout ira bien. J'en ai fait. Et ma mère, voilà, des soucieuses du bien-être de mon foyer. Oui. Et voulait à tout prix que je fasse un enfant, m'a amené également voir 2 ou 3, mais c'est tous des menteurs, quoi. Oui. Moi, à cette époque, on avait vu vraiment des menteurs. À part un monsieur... Oui. Un vieux monsieur qui, en fin de compte, comme s'il vous attendait. Oui. C'est à 1 heure de Lomé, c'est ça, Oui, puis oui, vous décidez d'aller le voir. Oui, oui. Et lui, par contre, il va vous dire de régler vos comptes. Oui, oui, avec mes parents. En fait, j'avais vu, avant de partir au Togo, j'avais vu un magnétiseur et qui m'avait dit, mais si vous allez vous voir ailleurs, si vous allez coucher avec un autre homme, vous allez tomber enceinte. D'accord. Bien sûr, Thierry, okay. Votre époux, va dire, mais vas-y, vas-y, chérie. Bien sûr, c'est naturel, donc vas-y. Et j'étais choquée. Je disais à ma mère, mais tu sais, il y a une dame qui m'a dit, mais d'aller voir ailleurs, que si je trompais mon mari carrément, que j'allais tomber enceinte, de faire l'expérience. Et ma mère, elle me dit, mais c'est pas possible et tout. Comment on peut dire des choses comme ça? Mais oui. Ouais. Et moi, la nuit, je réfléchissais à tout ça. Vous savez, à un moment donné, quand on a eu le parcours que j'avais, et confronté à ce problème de stérilité, avec les gens de la famille qui ne comprenaient pas ma vie, qui ne comprenaient pas ce que je faisais, et des médecins, le corps médical, les personnes avec qui les personnes qui nous prenaient en charge, qui se sont carrément trompées dans les soins, dans les médicaments donnés pour les soins. À un moment donné, j'étais dans mon lit, le soir-là, je me dis, mais c'est pas possible. Mais j'ai vraiment envie d'en finir avec cette histoire pour retrouver ma vie de femme normale et tout. J'en ai marre et tout. Et j'ai pensé à ce monsieur dont on m'avait parlé à un moment donné. Et je me suis dit, bon, ok, le matin, je vais aller le voir et tout. Et j'étais partie chez ce monsieur. Et c'est un monsieur qui vivait dans une maison, il était seul, un vieux monsieur, et qui, à peine arrivé devant sa maison, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Vous n'avez pas à venir ici, vos problèmes, allez les régler avec vos parents. Et il voyait, et il me disait qu'il y avait des jumeaux qui me suivaient. Et il me dit, vous savez, les problèmes non résolus avec vos parents vous empêchent d'aller de l'avant. Allez voir vos parents, réglez vos histoires de famille entre vous. Et c'est tout ce que je peux vous dire, vous irez, ça ira mieux. Ouais. Parce que c'est assez étonnant que ce monsieur donc voit de jumeaux. On comprend dans votre ouvrage qu'il y a eu une interruption de grossesse. Vous étiez adolescente. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'il voit aussi qu'il y a un problème avec votre père qui ne vous a jamais accepté en tant que fille. En fait, ma mère, en 1975, quand ma mère avait annoncé à mon père qu'elle était enceinte, mon père lui avait dit que la grossesse ne venait, et qu'il n'était pas l'auteur. Ma mère vivait avec. Bon, ça, c'est un problème de famille, parce que mon père, à l'époque, voulait prendre une autre femme, et ma mère a dit non, donc il fallait trouver un prétexte pour l'éjecter. Oui. Donc ma mère était partie. Et c'est vrai que mon père n'a pas reconnu que j'étais son enfant. Mais j'étais venue au monde, il n'était pas là, il n'était pas présent. Et je l'ai vu des années après des batailles juridiques avec ma mère, la famille, les 2 familles. Mais c'est vrai que mon père n'a pas été présent dans ma vie. Ouais.
Et oui, le monsieur, le vieux, il avait vu, il m'avait dit d'aller régler ce problème. Que le fait de... C'était impressionnant parce qu'il m'avait dit le fait de ne pas être désiré, le fait qu'on ne vous a pas désiré, ça peut également aussi bloquer la porte aux enfants, à vos enfants de venir. Et vous aussi, inconsciemment, ça peut vous empêcher, bloquer aussi pour faire des enfants. C'était assez bouleversant, c'était assez... Et en fait, oui, il avait raison quelque part, parce que suite à ça, on a discuté, mon père, ma mère, et le monsieur avec qui je sortais à l'époque, quand j'étais tombée enceinte, quand j'étais jeune, on avait eu une discussion, et c'était assez compliqué, mais ça s'est très bien terminé, et voilà, et aujourd'hui, ouais, c'est vrai, j'entretiens une bonne relation avec mon père. Et j'avance, quoi. Ouais. Autre chose, justement, alors durant toutes ces tentatives, comment était-il, Thierry, votre mari? Est-ce qu'il avait le moral? Ça devait être dur à porter pour lui. Thierry, il était très mal pour moi. Ouais. Il était très, très, très mal, malade des fois. Le fait de ne pas pouvoir me donner ce que je voulais, même si on savait très bien que ça ne provenait pas de lui, ma souffrance le touchait beaucoup. Et il était pas... D'ailleurs, il était souvent malade à cette époque-là. Il comprenait. Il était démuni, en fait. Il me disait, si je pouvais faire quelque chose pour toi, je l'aurais fait. Il était présent, mais il était pas bien. Il vivait cette souffrance. Il vivait même la situation très très mal, au point de ne pas en parler. Il ne voulait pas en parler parce qu'il disait que parler, ça ne sert à rien. Il faut juste vivre les choses et essayer de trouver une issue favorable. Et c'était pas évident pour lui. Et d'ailleurs, dans votre ouvrage, ce qui est assez étrange, c'est que vous allez voir des professionnels, des gynécologues, et il y a cette gynécologue qui n'est pas très agréable, comme si vous étiez des sortes de numéros, voilà, au suivant, et puis on ne comprend pas le mal-être. Il n'y a pas de profonde d'empathie, en fin de compte. Oui, c'était le cas. Moi, j'avais affaire à une femme un peu... je ne dirais pas dure, mais je pense que ce sont des gens qui sont débordés par leur travail, par le nombre de femmes en mal d'enfants qui allaient les voir. Et c'est dans un hôpital. C'est vrai que je pense qu'avec du recul, je me suis dit, si j'étais partie la voir dans sa clinique, dans son cabinet, peut-être que les choses se seront terminées autrement. Mais c'est vrai que dans ce parcours, dans ce processus de la procréation, on n'est pas bien, je le dis aujourd'hui avec du recul, on n'est pas bien pris en charge. Parce qu'il y a des médecins, il y a des psychologues qui prenaient les femmes en charge. Mais la plupart du temps, ce qui était dans mon cas d'ailleurs, quand j'avais besoin de parler, de me libérer, et j'étais partie voir la psychologue pour discuter avec elle. Lors de leur réunion, elle a fait état de mon cas à leur réunion et le médecin l'a pris très très mal. Comme si j'allais parler mal d'elle ou bien voilà, la critiquer, mais ce qui n'était pas le cas. Moi, je venais juste confier mes souffrances au psychologue et elle avait très très mal pris. Ça a même créé un clash entre elle et mon mari. Et Thierry ne comprenait pas pourquoi. Elle était froide. Et c'est à la fin d'ailleurs, quand elle m'avait grondée, elle me disait que oui, mais vous ne prenez pas les bonnes décisions. Comme si c'était moi qui allait faire son travail à sa place. Elle est la professionnelle de service, c'était elle de nous dire faites ça, faites ça, faites ça. Nous, on suivait le protocole qu'elle nous avait imposé. Donc voilà, et à la fin, quand j'en avais ras-le-bol et que un jour j'ai craqué devant elle et elle me faisait comprendre que c'est parce que on ne prenait pas les bonnes décisions. Ah, les bonnes décisions, c'est quoi les bonnes décisions? Il fallait nous le dire pour qu'on... Ouais, et
Et c'est comme ça j'avais arrêté, parce que c'était d'ailleurs ma dernière rencontre avec elle. Quoi. Dernière chose, dans votre ouvrage, on comprend que vous avez perdu un enfant à 6 mois, c'est ça, de grossesse. Alors, donc en fin de compte, vous auriez pu avoir un enfant là, grandir auprès de vous. Est-ce que je veux savoir comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je me sens bien. Je pense que j'ai fait le deuil de cette période de souffrance, de regard d'autrui sur moi, où les gens, quand on va quelque part, on se dit « Ah, ils vont parler d'enfants, comment ils vont réagir quand je vais leur dire que je n'ai pas d'enfants ?» Je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce que je vois, avec les parents, les mamans que je vois qui viennent me demander de l'aide pour leurs enfants, à travers mon ONG 1, 2, 3 Togo, je me suis rendu compte finalement que je suis très heureuse. J'ai des enfants, j'en ai 82. Et voilà, aujourd'hui, je peux dire que j'ai les mêmes soucis que les parents. Oui. J'ai des enfants à ma charge qui ne sont pas mes enfants biologiques, mais qui sont là que j'élève. Leur scolarité, la nourriture, leur santé, on a les mêmes préoccupations. Et je suis heureuse. Voilà, donc maman de 82 enfants. Voilà. Très bien. Oui. Merci beaucoup Greta Waklachi pour cette première partie d'émission. Nous allons passer tout de suite à Carte sur table. Alors pour Carte sur table, justement, on a parlé beaucoup de votre association 1, 2, 3 Togo. Alors, quand est-ce qu'elle a été créée? En 2009, voilà, il me semble. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans cette association? Qu'est-ce que vous y faites? Vous avez le temps de vous en occuper? Parce que Paris, Lomé... J'essaie de trouver le temps, c'est ma passion. En fait, l'humanitaire, c'est ma passion. J'ai grandi avec ma mère. Ma mère, j'ai toujours vu des étrangers arriver chez nous, y rester 2 mois, 3 mois, 1 an et partir après. Ma mère, c'est ma mère qui les prenait comme ça, les gens dans le besoin dans la rue, elle les emmenait à la maison, elle les hébergeait, elle les nourrissait. À un moment donné, les gens trouvent une solution favorable et les gens s'en vont. J'ai grandi avec cet état d'esprit. Ma mère nous a toujours éduqués à partager le peu qu'on a avec les autres. Et c'est vrai qu'en 2009, lors d'un voyage au Togo avec Thierry, on a visité un village, le village de ma mère, à Gbanakin. C'était un jour ouvrable et on a constaté que l'école maternelle était fermée. Et on s'est demandé, on a posé la question de savoir pourquoi l'école était fermée. On nous a dit que les parents n'ont pas les moyens de payer les enseignants et que voilà, les enseignants que l'État envoie sont attribués aux élèves de l'école primaire. Donc au retour en France, on s'est dit, bon, on va faire quelque chose pour eux. Donc on a mobilisé les amis, les copains, la famille, on a récupéré un peu d'argent et j'étais retournée au Togo ouvrir la maternelle, embaucher les enseignantes, acheter du matériel didactique pour eux. Et au retour, je me suis dit, bon, bref, pourquoi ne pas en faire une association? Oui. Et donc voilà, 1, 2, 3 Togo a vu le jour en 2009, septembre 2009. Et depuis, nous avons, après l'école maternelle d'Agbanakin, on a également doté l'école primaire des bancs. Les enfants étaient assis à 9, à 10, des fois par terre ou par banc. Et on a également recruté des enseignants pour décongestionner un peu les classes, refaire les effectifs, que ce soit gérable pour les enseignants. On a également réhabilité le collège de ce village qui était fermé par décret ministériel depuis 20 ans. On a fait des travaux, on a réouvert également le collège parce que c'était dommage d'accompagner les enfants jusqu'en CM2 et après les laisser dans le village comme ça. Donc on a réhabilité ce collège aussi et on a également construit une bibliothèque pour les enfants dans la ville de Lomé. Et on a également fait don du matériel médical aux dispensaires, aux 4 dispensaires du Togo qui en avaient vraiment besoin. Et en fait, notre objectif, c'est de promouvoir l'éducation et la santé des enfants du Togo.
Et on fait également du parrainage d'enfants. J'ai également mis en place un système de parrainage permettant aux Français de prendre en charge la scolarité et la nourriture d'un enfant par mois à hauteur de 25 à 30 euros. Donc voilà, là, cette année, je vais partir dans quelques jours au Togo. Nous allons construire un orphelinat pour les enfants à la charge de mon ONG et les enfants de la rue. Parce qu'on a constaté qu'il y a des enfants qui vivent dans les rues et qui font souvent l'objet des agressions sexuelles les nuits. Donc voilà notre projet. Mais pourquoi autant d'enfants dans les rues? Les parents abandonnent leurs enfants comme ça sans... Oui, il y a des enfants. Les enfants, en tout cas les miens, ceux que je connais, ce sont des enfants orphelins de père ou de mère, ou des deux. Et il y a des enfants dont les parents divorcés, maman qui se remarie avec un monsieur qui ne veut pas voir cet enfant, ou papa qui se remarie avec une femme, et cette femme ne veut pas voir cet enfant. Donc ce sont des enfants, il y en a plein, qui sont dans les rues comme ça, qui se débrouillent dans les rues entre eux, ils sont nombreux. Et voilà, ce sont des gens... ceux qui sont vraiment... La majorité de ceux qui sont dans les rues, ce n'est pas forcément des orphelins. Les orphelins, ceux qui sont à la charge de l'ONG Notre Togo, ils sont dans leur famille chez tata ou tonton ou grand-mère. Oui. Mais les enfants, c'est ce que j'ai constaté d'après mes enquêtes, ce sont des enfants dont les parents sont divorcés et que le beau-père ou la belle-mère n'en veut pas. Waouh, quel amour filial, c'est horrible. Ouais. Eh bien, nous allons passer, parce qu'on me dit que l'émission touche à sa fin, nous allons passer à la dernière partie de l'émission, Greta. Tout de suite, le coup de cœur. Pour le coup de cœur, Greta, vous avez choisi une sorte de quelqu'un qui enseigne le bouddhisme. C'est Monsieur Daisaku Ikeda. Oui. En 2008, on m'a fait lire un livre qui s'appelle « Le cycle de la vie ». Oui. Écrit par mon maître sensei, Daisaku Ikeda. C'est un livre qui parle de la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. C'est un livre qui m'a permis de restructurer ma vie. D'ailleurs, vous êtes bouddhiste. Oui, je pratique le bouddhisme de Nichiren. Et j'étais dans le monde avant. Avant, j'étais dans mon monde. J'avais beaucoup mes craintes, mes angoisses. Et c'est mon mari qui m'a dit, lis ce livre, tu vas comprendre. Votre mari est thérapeute. Oui, Thierry, il est kiné, ostéo, naturopathe et acupuncteur. Il est thérapeute. Oui. Et Thierry m'a dit, lis ce livre. Et donc, je l'ai lu. Je l'ai relu. Et c'est un livre qui m'a amené, en tout cas, à me retrouver, à me remettre mon identité de femme, d'être humain, à me respecter en tant qu'être humain. C'est un livre qui, quand on le lit, on retrouve sa dignité. Et on se libère des craintes. On se libère de la crainte de la maladie, de la vieillesse, de la mort. On arrive à restructurer sa vie. Et en fait, cette philosophie de vie me convenait. Intellectuellement, c'est ce qui me convenait, en fait. Et notre objectif, c'est d'être heureux et rendre les gens autour de nous heureux. Oui. Voilà. Et je l'ai toujours sur moi. C'est un livre que je relis de temps en temps. Parce que quand on a peur, on ne fait rien. On est paralysé par la peur, on n'avance pas, on ne fait rien, on ne fait absolument rien. Daisaku Ikeda met l'accent sur le fait que chaque vie est important, chaque être humain est important et qu'il faut respecter déjà soit sa vie, respecter la vie des autres. Et voilà, c'est un coup de cœur, c'est un livre que je recommande beaucoup à mes copines, aux gens et tout.
Voilà mon coup de cœur. Très bien. Ben, merci beaucoup, Greta Waklacci, pour votre coup de cœur et puis aussi d'être venue nous voir, pour nous avoir présenté votre récit autobiographique, L'enfant qui ne vient pas, voilà, aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup. Merci. Et puis quant à vous, mes chers complices, et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur, bourré de talent, bien sûr, comme d'habitude. Merci de votre fidélité précieuse qui me touche, qui me fait beaucoup de bien. Au revoir et à la semaine prochaine et à bientôt.